Je m'appelle François Barré. Dans mon travail, tout au long de ma vie, j'ai abordé les problèmes liés à l'architecture, au design, aux arts plastiques. Et j'ai eu la chance, formidable chance, de connaître Jean Prouvé. Je ne suis pas du tout un spécialiste au sens où des historiens, des hommes de l'art peuvent parler de technique, de construction, d'architecture. Je suis plutôt un amateur, celui qui aime, un flâneur. Donc mon discours peut prendre des tours et des détours parfois un peu digressifs, mais je voudrais dire d'abord, j'étais jeune homme, je travaillais au musée des arts décoratifs avec François Maté, et régulièrement François Maté, qui est le premier homme qui a introduit avec Gaudibert l'art contemporain à Paris, Gaudibert faisant ça au musée d'art moderne de la ville et lui au musée des arts décoratifs. François Maté, personnage extraordinaire, avait un grand ami qui était Jean Prouvé, qui avait son atelier, son agence rue des Blancs-Manteaux et qui venait le voir régulièrement. Et donc, je voyais régulièrement Jean Prouvé et la première chose que je dois dire, je savais qui était Jean Prouvé, quel était son travail, et j'étais donc rempli d'admiration et d'estime et de respect pour ce monsieur qui avait déjà un certain âge. Et j'ai d'abord été très touché, très ému par la manière dont il a reçu un jeune homme qui débutait dans la vie, qui était là simplement dans une volonté d'entendre et de partager, et il l'a fait avec une générosité, un goût de la transmission du savoir, une sorte d'écoute, même pour quelqu'un qui n'était rien en termes de profession, qui m'a donné immédiatement la mesure de ce qu'est un grand homme, j'ose le dire comme je le pense, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à prouver, sans vouloir faire le moindre jeu de mots, et qui est là dans une sorte de relation qui est une relation fondée à la fois sur une forme d'humanisme, une éthique très profonde, un goût du travail, un goût de l'efficacité, et une sorte de conviction que dans l'évolution de nos sociétés, il y a un concept important qui s'appelle le progrès, qui fait que grâce à l'avancée des connaissances, grâce à la recherche, chaque génération vivra mieux que la précédente. Peut-être un concept qui aujourd'hui a perdu de la vigueur qu'il avait à cette époque-là. Et donc, Jean Prouvé était convaincu que le développement de l'industrie, que le développement de la technologie, que l'application et la recherche de la science faisaient en sorte qu'il y avait quelque chose qui allait forcément arriver à une vérité. Donc il y avait ce goût de la justesse. On peut dire d'une certaine manière, pour essayer de donner des clés de la modernité, quand Godard parle de son cinéma, il en a parlé maintes fois, il y a une phrase très connue de lui, où il dit « ça n'est pas une image juste, c'est juste une image ». Ça veut dire qu'il veut dire qu'il y a dans l'écriture formelle du cinéma quelque chose qui se suffit à soi-même. Prouvé, on peut dire que c'est exactement l'inverse. Il ne dit pas c'est juste une image, il dit c'est une image juste. Donc il y a cette idée d'une vérité constructive, d'une vérité de quelque chose qui, un jour, sera dépassé par une nouvelle découverte. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ça veut dire que dans l'esprit de Prouvé, il n'y a pas une pérennité, une éternité du chef-d'œuvre. Il est un ingénieur, il est quelqu'un qui est donc dans cette volonté de mettre en œuvre le concept qu'a développé avec une expression qui n'est peut-être pas forcément élégante, Le Corbusier, la machine à habiter. Jean Prouvé, d'une certaine manière, avec des maisons qui sont montables et démontables, il a donné naissance à des recherches ultérieures et à des recherches très contemporaines qui sont celles de la relation, des systèmes d'équivalence qui peuvent exister entre meubles et immeubles. Un architecte, un vieil architecte vivant, magnifique, Yona Friedman, considère que dans le développement de la ville future, il n'y a plus d'architecte d'une certaine manière. Il y a des capacités de créer une ville à partir de
maisons qui sont comme des mécaniques, qui sont montables et démontables, et qui vivent avec nous, avec notre mobilité, avec l'évolution de nos situations, avec nos déplacements, etc. etc. Prouvé donne les clés de ce que pourrait être un tel développement. Un designer comme Andrea Branzi, quand il parle de la ville, Prouvé, il ne parlait pas de la ville. Il était véritablement dans la mécanique, d'une certaine manière, dans la fabrication de l'objet. Mais quand Andrea Branzi parle de la ville, il parle d'une ville exactement de la même façon que Yona Friedman et en résonance, même si peut-être que la comparaison ne lui plairait pas, en résonance avec le discours de Prouvé, c'est-à-dire une ville sans architecte, une ville où chacun, selon ses conditions, ses quartiers de préférence, etc., etc., aurait une mobilité et une vie mobilière, où la maison deviendrait meuble et non plus immeuble. Bon, donc ça, c'est une extraordinaire découverte, invention que Prouvé fait avant tout le monde. Aussi bien pour des maisons qui sont des maisons, j'y reviendrai, individuelles, que pour le mur rideau ou des choses comme ça sur des grands immeubles. Et alors, je voudrais donner une anecdote pour dire un peu ce qu'est la situation malheureuse de quelqu'un comme Prouvé dans un pays comme la France. La France, moi je me suis occupé à une époque de ma vie au ministère de la Culture, de la direction de l'architecture et de l'enseignement de l'architecture. En France, on a une très vieille et idiote tradition qui fait que d'un côté, il y a une admirable école qui est l'école des Ponts et Chaussées, qui fournit des ingénieurs de très grand talent. Et puis de l'autre côté, il y a l'Académie royale d'architecture, les Beaux-Arts. Et au lieu de faire se rencontrer et fusionner ces deux disciplines essentielles, savoir construire et savoir concevoir, on a toujours considéré qu'il y avait là des frères ennemis. Et donc l'ingénieur essentiel, enfin je veux dire, quand on va en Angleterre par exemple, ou aux États-Unis, ou en Allemagne, d'ailleurs l'école d'architecture, il y a une école d'architecture à Strasbourg de régime allemand, qui est une école, la seule en France, qui mélange complètement l'enseignement des ingénieurs et l'enseignement des architectes. En France c'est séparé, et non seulement séparé, mais avec des murs d'une certaine manière, des cloisons. Et Prouvé s'est trouvé frappé par cette espèce d'arrogance et de compassion presque pour l'ingénieur, considéré comme un mécanicien, considéré comme celui qui fait tourner les rouages, mais qui n'invente pas la forme. Et quand j'ai connu Prouvé, dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, il était dans son atelier de la rue des Grands Manteaux et des Blancs Manteaux, pardon, et il était tout seul. Il n'avait pas de travail. On arrivait dans un atelier qui était vaste. On était accueillis par un homme hospitalier, généreux et un peu triste, qui attendait du travail. Il m'a raconté une histoire un jour que je trouve exemplaire. Il était donc dans cette espèce de solitude d'un homme à la fois respecté, connu, mais sans boulot. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un architecte anglais qui dit « Voilà, je m'appelle Norman Foster, je suis installé en Angleterre, à Londres, et j'ai un grand projet d'une construction que je vais devoir réaliser, et je voudrais vous confier une étude. » Bon, donc Prouvé qu'il n'avait pas de travail, il dit bah, « Écoutez, je suis intéressé », et il ajoute après en me racontant l'histoire, et en plus il m'a proposé un contrat formidable, donc j'étais très content. Et donc Foster dit à Prouvé, écoutez, ce que je vous propose, c'est de venir à Londres pour qu'on vous montre le projet et que vous puissiez ensuite commencer votre étude. Et donc Prouvé est allé à Londres, il a été accueilli par Foster, qui avait déjà une très très grande agence, et donc tous les collaborateurs de Foster étaient là. Et Foster a expliqué à Prouvé, devant ses collaborateurs, quel était le projet pour lequel il voulait son concours. Et Prouvé me dit, j'étais très très embêté parce que le projet était parfait. Moi, j'avais rien à dire. C'était formidable. Et d'ailleurs, Foster est un grand architecte, constructeur et ingénieur. Et donc Prouvé, une fois que Foster a fini la présentation, lui dit, écoutez, c'est formidable, moi je suis un peu gêné parce qu'à vrai dire, je ne sais pas quelle étude je peux faire, vous avez résolu tous les problèmes. Et Foster lui dit, bah, écoutez, si on a résolu tous les problèmes, c'est parce qu'un homme comme vous a existé. Et c'est parce que vous avez inventé tout ce que nous savons. Et quand Prouvé m'a raconté ça, il a pleuré. Et il y avait
quelque chose qui était important pour lui, c'est-à-dire la filiation. Il a été un grand enseignant au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Et là, il avait trouvé, comme il a trouvé après avec Renzo Piano, quelqu'un qui, d'une certaine manière, était nourri de son enseignement, de ses leçons, de sa manière d'être. Il y a chez ces architectes, ceux-là notamment, et plus particulièrement chez Renzo Piano, une sorte de retenue, de modestie, qui va avec un sentiment de la justesse de la construction. La forme, elle vient après. Cette idée que la forme serait première est quelque chose qui n'a jamais habité l'esprit de Prouvé. Il était dans un réalisme qui nécessitait évidemment qu'il y ait toujours une évolution. Cette idée de la conviction dans le progrès, dans l'avancement du progrès, était quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait pas être à un moment donné stationnaire, si je puis dire. Il était toujours dans une recherche. Claude Vasconi m'a raconté une histoire. Claude Vasconi était un grand admirateur de Prouvé, et il était aussi un architecte constructeur, un architecte alsacien, venu d'Italie, mais alsacien. Et quand il était en train de concevoir et de construire le Forum des Halles, il a commencé à avoir des problèmes d'étanchéité. Bon, l'étanchéité, ça a été un des grands problèmes de l'architecture moderne. Le Corbusier en a souffert et a mal su résoudre pas mal de problèmes d'étanchéité avec ses toits terrasses. Et donc, Claude Vasconi téléphone à Prouvé et lui dit « Écoute, Jean, est-ce que tu peux venir et puis je te demanderai une étude parce que j'ai des problèmes d'étanchéité. » Et donc, Jean Prouvé va voir Claude Vasconi, qui lui explique qu'à tel endroit, il n'y a pas d'étanchéité et qu'il faut absolument qu'il y ait une étanchéité. Et alors, Prouvé demande à Vasconi ce qu'il a déjà fait, donc Vasconi lui explique qu'il a étudié tous les moyens d'arriver à 100% d'étanchéité, et Prouvé lui dit bah, écoute, tu t'y prends très mal. Si on veut résoudre un problème d'étanchéité, il faut considérer qu'on ne peut jamais arriver à 100%. Et si tu pars du défaut, tu arrives forcément à trouver une solution. Si tu pars de la qualité suprême, tu n'arrives jamais à une solution. Et il y avait ce pragmatisme aussi, qui est un pragmatisme d'ingénieur, de scientifique, qui est quelque chose d'important. Je parlais tout à l'heure de cette situation difficile d'un ingénieur en France par rapport à cette idée idiote que l'architecte est une sorte d'artiste, alors que l'architecte, il est sous le régime de la contrainte, sous la pression de la contrainte. Quand on voit les écoles d'architecture, on s'aperçoit qu'en France, il y a 90% des élèves qui se disent que s'ils ne deviennent pas Nouvel, Porzampar, Zahadid ou je ne sais qui, ils auront raté leur vie. Bon, ce qui est complètement stupide. Mais si je dis ça, c'est parce que quand Prouvé a été le président du jury du Centre Pompidou, et qu'il a fait apparaître avec l'ensemble du jury, le projet extraordinaire du Centre Pompidou, qui s'appelait à l'époque Centre Beaubourg, le président Pompidou n'était pas mort, il a fait apparaître quelque chose qui était de l'ordre justement d'un génie constructif associé à une expression formelle. Et il y a eu un grand article, alors je ne sais plus si c'est dans Le Monde ou si Libération existait à l'époque. En tous les cas, il y a eu un grand article signé Michel Rocard, qui était un leader politique respecté, moi quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et Michel Rocard faisait un article extraordinairement virulent et violent en disant c'est un scandale, le président du Centre Pompidou n'est même pas un architecte. On a demandé qu'un grand concours international d'architecture soit présidé par un ingénieur, et j'ajouterais, écrivait Michel Rocard, que cet homme qui n'est pas architecte, qui est ingénieur, est un ancien industriel du verre et du métal. Et comme par hasard, le projet récompensé est un projet de verre et de métal. On est face là à la confusion des responsabilités, à des collusions qui sont tout à fait inacceptables et condamnables. Bon, heureusement, ça prouvait l'inculture, par ailleurs, d'un homme cultivé de Michel Rocard. Et puis, heureusement, autour de lui, il y a un certain nombre d'architectes, d'amis, etc., qui lui ont dit « Écoute, tu as écrit une belle connerie, tu pourrais t'excuser. » Donc, il s'est excusé après. Bon. Mais et au fond, il était le représentant d'un sentiment commun. Un ingénieur ne vaut jamais un architecte. Bon, ce genre de choses
Prouvé s'en est complètement fichu tout au long de sa vie. Il a travaillé avec plein d'architectes, il a été très apprécié par les architectes. Il est aussi, d'une certaine manière, dans la difficulté de quelqu'un qui, en tant qu'ingénieur et dans la législation française, est beaucoup moins protégé en tant qu'auteur que ne le serait un designer ou un architecte. Et donc, dans les créations de Prouvé, il y a eu un certain nombre de procès qui ont été post-mortem dirigés contre sa qualité d'auteur qui lui a été enlevée d'une manière qui est tout à fait scandaleuse. Je veux dire que quelqu'un qui donne la structure et quelqu'un qui participe évidemment à la forme. La forme, elle dépend de la structure. Et quand il y a quelqu'un, un ingénieur à qui un créateur vient dire « je voudrais faire des meubles ou des choses avec vous et il faut que vous m'aidiez », sa part d'aide, son concours, c'est évidemment aussi un travail d'auteur. Donc il a toujours été dans cette sorte de difficulté d'affirmer un statut. À vrai dire, ça l'a beaucoup attristé à la fin de sa vie, mais aussi c'est quelque chose qui lui était un peu indifférent. Ça lui était beaucoup moins douloureux que le fait d'avoir perdu Maxéville et de s'être, d'une certaine manière, d'être en l'absence de son outil de travail qui était l'industrie. Il y a une autre chose qu'il faut dire par rapport à Prouvé, dans cette volonté de faire des maisons, des constructions qui soient montables, démontables, donc qui aient une capacité d'une certaine manière de mobilité, de déplacement, une souplesse. Il y a quelque chose qui peut paraître s'opposer à la pérennité. Quand on parle d'architecture, on parle évidemment de la manière dont l'architecte et le prince saluent la postérité et s'inscrivent dans un patrimoine qui fait mémoire et la gloire de l'un et de l'autre. Prouvé, ce n'était pas son problème. Prouvé, il fabriquait pour répondre à des besoins, et je terminerai par là, des besoins qui sont souvent des besoins d'urgence. Il donnait une forme juste, fondée sur une structure, et avec l'idée que cette machine qu'il construisait était une machine qui devait avoir la vie brève, en tous les cas à durée déterminée, de toute machine. Bon. Et on est aujourd'hui face à quelque chose qui relève à la fois peut-être d'une incompréhension de la temporalité que voulait donner Jean Prouvé à ses œuvres, c'est-à-dire celle de l'usure mécanique, de l'usure de tout objet fabriqué par un ingénieur. Et puis, deuxième malheur, pourrais-je dire, qui lui est arrivé, l'emprise extraordinaire du marché, aujourd'hui, sur toute production créative. Prouvé, il est quelqu'un qui était, pour moi, un personnage d'une éthique exemplaire, formidable. Et donc, il était un militant, il était d'une dynastie de gens qui s'étaient tous engagés. Prouvé à Nancy, c'est pas rien. Et donc, il a voulu travailler avec l'abbé Pierre, il a voulu travailler pour les sinistrés de Lorraine, etc., etc. Et il a aussi fait en sorte que du mobilier scolaire, des constructions scolaires soient les moins chères possibles, les plus simples à monter, avec un mobilier qui était le plus modeste, le plus utile, le plus fonctionnel pour des élèves. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est devenu quasiment l'architecte, enfin, entre parenthèses, designer, entre parenthèses, du XXe siècle, le plus cher. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours effaré, que de rentrer dans des appartements admirables, de très grand luxe, et puis de voir que tout d'un coup, une partie très importante du mobilier est faite de ce mobilier scolaire, qui était fait pour que tous les enfants aient un mobilier qui soit vrai, qui soit juste. Et ça devient tout d'un coup un truc de riche, un truc de collectionneur, qui est bouffé par les ventes aux enchères, par le marché de l'art. Et c'est le contraire de ce qu'il voulait. C'est scandaleux, c'est l'horreur. C'est des meubles qui sont faits pour être fabriqués en série, pour une société de masse. Et c'est ça la conviction qu'avait prouvé que le progrès, ça existait, et qu'en travaillant pour l'industrie, il travaillait pour que les prix diminuent et pour que chacun, démocratiquement, ait accès aux choses les plus justes. Aujourd'hui,
longtemps après qu'il soit mort, et maintenant que sa notoriété est affirmée, parce que tous les architectes, tous les ingénieurs ont salué le génie de Jean Prouvé, ça devient tout d'un coup un objet de collection et un objet de distinction au sens de Bourdieu, c'est-à-dire que ça devient un objet de statut social alors que c'était un objet de statut de progrès. Bon, donc ça c'est un truc déplorable. Et puis la relation à la temporalité, je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Parce que moi, j'ai travaillé en tant que responsable du patrimoine à une époque à la réhabilitation de la Maison du Peuple à Clichy. Et donc, on s'aperçoit que des systèmes mécaniques les moins chers possibles, fabriqués en série, qui étaient notamment des stores et des choses comme ça, des systèmes de mécanismes d'occultation de la lumière dans la Maison du Peuple, étaient, dans l'esprit de Prouvé, des choses qui ne pouvaient pas durer éternellement, qui avaient ce caractère de... On fait, pour répondre à un besoin urgent, pour répondre à cette volonté, encore une fois, de travailler pour le peuple, on fait quelque chose qui, un jour, sera remplacé par un autre équipement. Et donc... et c'est là où je dis que je n'ai pas la réponse, hein, et que je m'interroge. Donc cette machine à habiter, à réunir, à faire qu'un marché puisse avoir lieu à l'intérieur, tout d'un coup devient un chef-d'œuvre, et c'est vrai, hein, d'une invention architecturale et d'ingénierie. Et donc on restaure en inventant sous les mêmes formes que celles qu'avait inventé Prouvé, mais avec des objets à durée déterminée, des objets qui deviennent définitifs, qui deviennent pérennes, mais qui ont l'air d'être objets à durée déterminée. Et on a ça sur un certain nombre d'éléments de Prouvé. Dans sa maison à Nancy, par exemple, il y avait son bureau, qui était une unité qui était fabriquée en série à Maxéville. Et donc, quand on a commencé à dire il faut réhabiliter, restaurer tout ça, la question s'est posée de savoir s'il fallait reprendre l'unité industrielle qui était en contrebas de la maison, qui était son bureau, et le restaurer comme savent le faire les architectes des monuments historiques, ou si on pouvait aller à Maxéville où il y avait encore une unité neuve de même type qui coûtait 3 fois moins cher que le prix de la restauration, et la prendre pour dire, ben voilà, ça c'était le bureau de Prouvé, et Prouvé, il aurait été très content de voir qu'on prenait l'élément mais neuf pour dire, voilà, c'est mon bureau. Bon, la politique patrimoniale fait qu'on a dit non, il faut restaurer comme si c'était quelque chose qui portait en soi une forme d'usure qui doit durer une éternité. Bon. Donc il est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a bouleversé nos relations par rapport à la ville, en inscrivant d'une certaine manière une filiation qui est née de cette relation qu'il a voulu intime entre meubles et immeubles. Aujourd'hui, de plus en plus, on pense à cela. Bon. Et puis, il a été quelqu'un qui croyait au progrès, et qui croyait, en croyant au progrès, qu'il ne s'agissait pas de s'inscrire dans l'éternité, mais d'être un homme, tout simplement. Donc, peut-être pour conclure, pour vous, l'énergie prouvée, c'est à travers cette recherche de progrès. L'énergie de Prouvé, l'énergie de Prouvé, c'est d'abord celle de quelqu'un qui croit au travail, qui croit que travailler quand on est ingénieur, c'est chercher, et c'est chercher pour trouver, c'est-à-dire pour essayer de faire avancer la solution des problèmes qui se posent dans l'humanité. Ça, c'était la première énergie de Prouvé. La deuxième énergie de Prouvé, c'était de dire que si l'on avait cette éthique, si l'on avait cette ambition de faire avancer les choses, les techniques et le progrès, il fallait le faire pour tous, pour le plus grand nombre. Et qu'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait justifier que la recherche de la forme juste, de l'utilisation juste, ne soit pas faite pour tous et pour quelques-uns seulement, les plus favorisés. Donc, dans cette énergie qui était fondée sur une éthique, il y avait quelque chose qui l'empêchait de s'arrêter. Oui. Et par rapport à cette formule, ne jamais copier, ne jamais plagier, cette formule, je ne sais pas quel est l'artiste qui aurait osé dire, ou créateur, qui aurait osé dire, on peut plagier, on peut copier. Alors, il y en a quelques-uns qui le font des fois, dont certains d'ailleurs sont candidats à l'Académie française, mais je veux dire, un vrai créateur, il n'a jamais pensé qu'on pouvait copier ni plagier. Je sais pas moi,
Picasso, par exemple, il s'est nourri de tout. Hein. Tout faisait tout faisait ventre et tout faisait inspiration. Et donc, il a été voir chez Delacroix, il a été voir chez Braque, etc., etc. Mais il n'a jamais copié. Donc, il disait, je ne cherche pas, je trouve, ce qui est un peu prétentieux, mais enfin bon, l'idéal, c'est d'inventer quelque chose, de l'inventer d'une manière juste. Hein. C'est-à-dire que dans ne jamais copier, ne jamais plagier, il y a, si on retourne à la formule, quelque chose qui revient à ce qu'on disait sur la justesse et la vérité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas copier si les choses évoluent, et on ne peut pas ni copier ni plagier, parce que ce serait considéré qu'il y a une forme, un résultat formel, un résultat esthétique qui est à lui-même son propre idéal. Ça n'a jamais été la vision de Jean Prouvé. Et donc, pour conclure donc, sur l'esthétique, que vous avez abordé, le moins d'esthétique, plus d'éthique, rejoint cette... Pour Jean Prouvé, ça ne se passait pas comme ça. C'est-à-dire que l'esthétique, elle est une résultante. Elle est une résultante de calculs, de modes de résistance, de modes de structure qui sont justes, qui doivent permettre d'alléger, qui doivent permettre d'économiser, qui doivent permettre d'inscrire une durée d'usage la plus longue possible. Et l'esthétique, elle vient après. C'est d'ailleurs ça qui est formidable chez Prouvé. C'est que c'est beau. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais dit je vais faire. Il n'a jamais dit qu'il était artiste. Il a toujours dit qu'il était industriel et ingénieur. Et les objets, les architectures de Prouvé sont admirables. Bon, et malheureux que maintenant on voit ça chez Gagosian dans les grandes galeries. C'est un grand malheur. Bon, mais alors, on peut ne pas être fonctionnaliste. Je veux dire, il avait cette idée que la forme suit la fonction, mais la forme peut suivre la fonction, et puis entre les deux, entre la suite de la forme derrière la fonction, il peut y avoir un petit manque de talent qui fait que ça peut être utile, mais c'est pas beau. Bon. Donc on est dans l'esthétique et la relation du beau et de l'utile, hein, pour citer Platon pour conclure. Voilà.